Bonjour Marion. Bonjour. Marion, tu es docteur, c'est ça, depuis 12 ans. En comptant mes études. Moi, je suis médecin généraliste. Du coup, j'ai fait 9 ans d'études. J'ai eu ma thèse il y a 2 ans. Et du coup, ça fait 2 ans que je travaille officiellement, mais j'ai été interne pendant 3 ans. Première question, en fait, c'est à quel âge tu t'es dit « Ok, je vais être docteur ». Moi, contrairement à beaucoup de personnes, c'est pas la vocation de quand j'étais gamin, je voulais trop faire ça. Moi, à la base, je voulais être veto, parce que clairement, je préférais les animaux aux humains. Et non, et en fait, j'étais dans un lycée où on va dire que les voies, c'était beaucoup soit classe prépa pour des grandes écoles et pour être ingénieur, soit médecine. D'accord. C'était quand même les grosses tendances qu'il y avait dans le lycée où j'étais. La perspective d'être ingénieur me chauffait pas particulièrement et du coup, je suis allée en médecine d'abord pour voir si je pouvais avoir le concours. J'ai eu mon concours et puis en fait après, j'ai accroché avec le fait d'avoir une relation humaine et de me sentir utile. Et voilà, où j'en suis 12 ans plus tard. D'accord, en gros, c'est vraiment pas vocation, en fait, c'est par choix stratégique, en fait. Tu voulais pas être ingénieur, alors tu t'es fait ça. Ouais, alors à la base, ça a commencé plus sur un défi, je pense, de savoir est-ce que je suis capable d'avoir le concours. Et puis en fait, finalement, il y a une vocation qui se révèle dans le soin et dans le fait de m'occuper des gens et de voir que c'est un métier qui est dur, mais qui en même temps t'apporte beaucoup de reconnaissance parce que tu fais des journées où tu as l'impression de changer un peu les choses. Donc c'est chouette. Okay. Pour faire l'école de médecine, en fait, est-ce que c'est difficile ou c'est facile? Le truc, c'est que moi, ça a beaucoup changé depuis quand moi je l'ai passé, parce qu'actuellement, c'est sur un format de licence. Donc en fait, je pourrais pas te parler exactement de comment c'est actuellement. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de par cœur. C'était quand même un mode de sélection, parce qu'en fait, il fallait juste être capable de faire le distinguo entre les gens. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une notion un peu d'avoir un oral avec des profs. Alors, ça devient un peu plus subjectif parce que du coup c'est moins est-ce que vous avez bien appris votre leçon, mais par contre ça va chercher des qualités plus intéressantes, c'est-à-dire des gens qui sont bien capables de communiquer, des gens qui ont de l'empathie, donc c'est peut-être plus intéressant. Alors après c'est des études qui sont difficiles, mais moi j'ai trouvé qu'ils sont passées assez vite parce qu'on est vite dans le monde du travail. Tu dis ça vite fait dans le monde du travail, c'est-à-dire que quand tu fais tes études, tu es déjà en apprentissage. Exactement, en fait il y a la première année qui est vraiment une année blanche dans le sens où c'est juste la préparation de concours et la sélection puisque par exemple à Marseille où on est 2000 et quelques étudiants à 300 qui passent en médecine, c'est quasiment un peu plus de 10% qui passent. Enfin dès l'été où tu reçois ton concours, t'as déjà un stage infirmier en service, donc tu es d'emblée mis dans cet environnement-là, tu commences à faire des gestes, tu commences à avoir des patients, on commence à t'expliquer plein de petits trucs et en fait petit à petit au cours de ton cursus, t'as des stages différents et t'as un temps de présence à l'hôpital qui augmente. Mais ça c'est le cas dès la deuxième année en fait. Du coup tu apprends plus sur le terrain qu'à l'école. Oui, ça se complète, c'est-à-dire que la formation théorique, elle est là pour te donner les repères, connaître les symptômes d'une maladie, connaître comment le corps humain est fait, etc. Mais après, tu as cette notion du fait d'être entouré par d'autres soignants, et ça te permet d'apprendre, certes, comment tu fais ton diagnostic, mais aussi comment tu annonces ton diagnostic à un patient, comment tu examines ton patient, comment tu te positionnes dans telle action, etc. Donc c'est vraiment très complémentaire. Tu passes, on va dire, en tant qu'infirmière, aide-soignante, c'est pas directement chez docteur et... Le cursus de médecine, c'est juste que par exemple, on a un stage d'une semaine d'infirmier pour apprendre à être capable de faire des prises de sang, à poser des cathéters, etc. Par exemple, moi, j'ai eu comme job étudiant, je faisais des gardes d'aides-soignantes. Bon, c'était aussi pour arrondir les fins de mois. Parce qu'on en parlera plus tard. Voilà, on en parlera plus tard. Mais du coup, on est quand même au contact. Et puis, on est dans les hôpitaux pendant 10 ans. Donc, on est au contact de toute l'équipe. Et puis, on assiste aussi à différents gestes. On fait pas que de la médecine. Enfin, on n'est pas enfermé dans un bureau à voir personne à part le patient pour lui annoncer son problème, quoi. Beaucoup de gens pensent ça. Au début, c'est vraiment, tu travailles vraiment en contact à l'hôpital. En plus, tu me dis, tu fais des gardes de nuit, ça veut dire que 24 heures sur 24 dans ce métier. Ça, c'est une formation, on est très présent à l'hôpital. À titre personnel, moi, j'ai trouvé que c'était toujours un très bon mode d'approche quand on arrive dans un stage, d'aller voir les infirmiers et d'être capable de dire, attends, je sais faire une prise de sang, je vais t'aider un petit peu ou je peux me rendre utile et pas juste être dans la position de prendre le dossier du patient et puis en fait, je veux pas du tout te filer un coup de main à l'équipe, quoi. Je veux que tu racontes ton parcours et tes moments de doute et tes motivations pendant, on va dire, ton cursus scolaire en fait, en tant qu'étudiante. Alors les doutes ils sont plus arrivés après, au moment où on arrive au bout et on se dit ok ça va être mon métier pendant 30 ans. Disons que moi il y a eu des moments un peu clés, en fait tous les médecins ont comme tronc commun 6 ans et au bout de 6 ans on passe un examen classant. Alors c'est pas vraiment un concours parce que finalement tout le monde aura un poste à terme, mais ça permet juste de donner un ordre à tous les étudiants de la même promotion en France. Chaque personne choisit un poste dans une ville, donc avec une spécialité
spécialité et un endroit, et quand ça arrive à ton tour, tu choisis dans ce qui reste. En fait, les 3 dernières années avant cette 6e année-là, on est dans la préparation de ce concours-là, donc de cet examen classant. Donc il y a un peu ce stress de savoir où est-ce qu'on va terminer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Il y a des gens, dans mon entourage, qui étaient très arrêtés sur une spécialité quitte à aller à l'autre bout du monde. Là où moi, c'est vrai que j'avais quand même envie de rester dans la région. J'avais envie de faire une spécialité qui est la médecine générale, qui est une spécialité où il y a beaucoup de postes qui sont ouverts, donc qui permet, même sans avoir un classement exceptionnel, d'arriver à aller à peu près partout. Donc ça a été les motivations. Moi j'ai eu un super médecin généraliste qui m'a accueilli en stage et qui est aujourd'hui mon médecin traitant et, et qui m'a vraiment montré ce que c'était ce métier-là, et que finalement on a l'impression que le médecin généraliste c'est celui, on va le voir pour un rhume ou pour son certif de sport, mais en fait c'est celui qui est la porte d'entrée vers tous les autres spécialistes. C'est celui qui voit les personnes en premier et qui souvent suspecte quelque chose et amène vers d'autres consultations. Et puis après c'est celui qui connaît toute la famille. Et moi j'avais beaucoup aimé ça dans mon stage parce que on voyait qu'il connaissait les grands-parents, les parents, les cousins, les petits-enfants, et en fait il disait ça fait 30 ans que j'exerce et en fait j'ai vu toutes les générations, et il y a des enfants que j'ai vus bébés qui aujourd'hui ont des enfants, et donc j'avais trouvé que c'était vraiment humainement que c'était hyper enrichissant comme lien. Du coup, en fait, la médecine du veto. J'adore les animaux et pas trop les humains. J'ai appris à m'attacher aux êtres humains. Ça t'a évolué. Après les doutes que j'ai aujourd'hui, et que j'ai eu vraiment en fait en me retrouvant à travailler en cabinet, en fait, à vraiment être plus en stage et plus dans cette perspective, parce que les stages, on change tous les 6 mois quand t'es interne. D'accord. Donc en fait, même quand tu arrives au bout de la mission et que t'es un peu blasé du truc et t'as plus trop envie, t'as plus envie de t'investir, ou il y a des choses qui te saoulent, c'est pas grave parce qu'en fait tu sais que ça dure que 6 mois. Ok. Donc après tu repars sur une nouvelle mission, tu découvres un nouveau service et de nouvelles personnes, etc. Et là en fait, quand tu commences à travailler dans un cabinet, tu sais que c'est pour longtemps. Et du coup tes conditions de travail, elles sont pareilles sur du long terme. Et j'avoue que là, ce qui est compliqué, c'est que tout ce côté-là que j'adore, le lien avec les gens, etc. En fait aujourd'hui, il y a tellement de demandes, de manque de médecins, de manque de moyens par rapport à ça. En fait aujourd'hui je me retrouve à devoir regarder ma montre. Là j'aimerais parler de ce sujet-là parce que ça a l'air d'être quelque chose d'important pour mon patient, mais j'ai pas le temps de le faire, et du coup je vais être obligée de reprogrammer une consultation ou de le prévoir sur un autre temps, et en fait tout ça génère un peu de stress, et puis on a l'impression que on passe un peu à côté du métier, qui est qu'à la base on est censé être capable de pouvoir s'asseoir à côté de quelqu'un et de l'écouter sans avoir à lui dire votre temps est écoulé, à la prochaine quoi. Mais c'est une frustration je pense pour les patients, mais aussi pour les médecins. J'ai cette impression des fois que je consacre pas suffisamment de temps à un patient qui en aurait vraiment besoin. Mais je voyais pas que derrière le médecin se disait putain, j'aimerais bien parler plus pour voir qu'est-ce qu'il a. Parce que notre métier c'est un métier d'enquêteur à la base, parce que comme tu disais au début, c'est que c'est du social aussi. Donc en fait, c'est pas juste, on a plein d'études qui montrent que même un patient à qui tu trouves une maladie, pour qu'il comprenne bien sa maladie, qu'il comprenne bien le traitement, qu'il prenne bien ses médicaments, que ça se passe le mieux possible pour lui, en fait, il faut passer du temps avec lui à lui expliquer. C'est logique. Et du coup, pour bien expliquer à quelqu'un, il faut comprendre comment cette personne particulièrement et individuellement elle fonctionne. Mais ça se fait pas en 20 minutes. Ouais, et puis c'est pas pareil pour tout le monde. Donc en fait, on peut pas appliquer un modèle uniforme à tout le monde. Donc en fait, il faut un temps d'adaptation, et ce temps-là, actuellement, on l'a plus, en fait. Je trouve ça vraiment triste, en fait. Je pense que si les jeunes personnes veulent devenir docteur ou peut-être professeur aussi dans le domaine, est-ce que tu as une rémunération? On aurait mieux appeler ça une indemnisation, une rémunération. On commence à être rémunéré à partir de la 3e année, et t'es payé 100 € par mois. Combien? 100 €. 100 € par mois? Pour 3 matinées par semaine à l'hôpital. Tu es là de 8h à midi, et tu fais toutes les tâches un peu ingrates que les hommes ne veulent pas faire. Donc tu fais au moins du secrétariat. T'apprends des trucs aussi, hein, mais... le reste à l'école? Ouais. D'accord. Et 100 € par mois, non, mais même un apprenti en CFA, il gagne au moins 600 balles par mois. Quoi. Ouais. Et donc ça va crescendo, donc on passe de 100 à 200, puis de 200 à 300. Donc en fait, en fin de 6e année, alors qu'on est bac+6, on est à 300 € par mois. Non, ça... Voilà. Wow. Et ensuite, en fait, on passe interne, et interne, tu commences à 1200 € par mois. 1200 interne, et c'est combien d'heures par semaine? Le cadre légal, c'est 48 heures hebdomadaires. D'accord. Ça peut aller de 48 à 70, à 80, à 90, parce qu'en fait, il y a des gardes. Donc, par exemple, les internes de chirurgie, en fait, peuvent avoir des gardes de 24 heures. Et si tu veux, si tu comptes légalement, ça voudrait dire que s'ils ont 2 gardes de 24 heures dans la semaine, ils sont le reste du temps jamais à l'hôpital. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, l'hôpital peut pas tourner comme ça. Donc, en fait, ils viennent d'autres jours. Donc, en réalité, ils font plus que 48 heures, mais ils sont pas payés plus. Ils sont pas payés plus. Non. Et sachant qu'une garde d'interne, quand tu fais 24 heures à l'hôpital, tu es payé de 18h30 à 8h30, donc pour 14 heures de garde, tu es payé 90 €.
90 € Ouais, pour... ça a été réaugmenté par Macron, on est à 100 €. Waouh. Voilà. Je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a encore cette image qui est beaucoup véhiculée par les médias, hein, que le médecin c'est le mec qui roule en Porsche et qui a la villa au bord de la mer. Ça a pu être vrai et ça l'a été pour une génération de médecins d'il y a 20 ans qui étaient dans un contexte d'immobilier très favorable et qui gagnaient bien leur vie, qui bossaient beaucoup aussi. Mais aujourd'hui, on est dans une... Enfin, moi par exemple dans ma spécialité en médecine générale, il y a beaucoup de femmes, donc on se retrouve avec une population avec beaucoup de jeunes femmes qui ont des familles. Et en fait, la rémunération, elle a pas beaucoup augmenté en fait parce que le tarif de la consultation, il est passé de 23 € à 25 €. C'est du brut. C'est brut. Donc, du coup, en net, ça fait... On va dire que ça fait une dizaine d'euros à peu près parce que nous, sur nos cotisations, on a les cotisations de l'URSSAF et de notre caisse de retraite, plus les impôts sur le revenu. En gros, l'État, il prend combien? Ouais, c'est 63%, je crois. Du coup, voilà. Le docteur donne 60% à l'État. Et ouais. C'est vrai qu'il y a le gros cliché, un médecin gagne 15-20 000 € par mois parce qu'il est médecin. Là, vous voyez la réalité en face. Et souvent, ce que j'explique, c'est qu'en fait, les tarifs sécurité sociale sont stables dans le temps depuis 15 ans. Le matériel vendu par le laboratoire, il n'a pas le même prix qu'il y a 15 ans. Ah oui. Parce que le labo, c'est un marché. Donc en fait, le labo a augmenté ses prix. Nous, aujourd'hui, là, avec l'inflation et tout ça, on a tous nos logiciels, toutes nos factures, toutes nos charges qui augmentent au niveau du cabinet. Mais notre rémunération, elle augmente pas. Donc en fait, la marge se réduit de plus en plus. Et ça, c'est pour ça aussi que en fait, on regarde la montre parce qu'à un moment donné, en prenant 15 minutes ou 20 minutes par patient, on arrive, financièrement, c'est limite par rapport à ce qu'on pourrait espérer après avoir fait 10 ans d'études. Donc c'est 10 ans d'études. Moi, je suis bac plus 9, ouais. Et ce qui est important de comprendre aussi, et ça c'est le cas de toi aussi en tant qu'auto-entrepreneur, c'est que la couverture sociale que j'ai, je suis libérale. Ouais. Donc je suis pas salariée, c'est-à-dire que j'ai pas les mêmes couvertures en cas d'arrêt maladie, en cas d'arrêt de travail. En termes de congé maternité, on a un congé, mais en fait on perd énormément. Tu perds beaucoup, ouais. Ouais, les salariés ils perdent 50% de leur salaire, là où nous on perd quasiment 75%, avec des fois des charges du cabinet qui continuent parce que ton local il est toujours là, hein, même si tu veux plus travailler. Faut payer. Donc en fait financièrement c'est beaucoup plus périlleux aussi comme travail, quoi. Mais après c'est la grande question et c'est la raison pour laquelle dans les années qui arrivent, et c'est déjà un peu le cas, il va y avoir de moins en moins de médecins libéraux, et c'est très dommage parce qu'en fait aujourd'hui la rémunération en tant que médecin libéral versus la rémunération d'un médecin salarié dans un centre, elle est équivalente. D'accord. C'est-à-dire qu'on gagne quasiment la même chose, voire dans certains centres on peut gagner mieux, et on est salarié, donc en fait on fait plus de paperasse, on fait plus d'administratif, on a une meilleure couverture sociale. Bah oui. Et comme je disais au début, on est 70% de nanas, donc avec une population de jeunes femmes qui potentiellement veulent avoir des enfants ou ont des enfants. Donc à un moment donné, si elles sont sûres de pouvoir partir du travail à 17h ou à 18h, de gagner la même chose que ce qu'elles bossent en cabinet sans savoir à quelle heure elles terminent, je vois. D'avoir un congé mat tranquille et d'avoir une crèche, etc. En fait, il faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les médecins comme on les connaît, ils disparaissent, quoi. Parce qu'on met pas les moyens dans la médecine libérale, on risque de se retrouver avec une médecine où derrière il y a des actionnaires. Ouais, je vois. Du coup, est-ce que tu as une anecdote? Et j'ai une de mes patientes, mais que j'aime beaucoup, qui est en fait très organisée, faut que les choses se passent comme ça. Et en fait, elle avait prévu toute sa vie. Donc, elle avait prévu son mariage, sa lune de miel, d'arrêter sa contraception, d'avoir une grossesse pendant sa lune de miel. Enfin, tout était parfaitement planifié. Et en fait, manque de peau, elle est tombée enceinte alors que c'était parfaitement désiré. Et là, elle s'est mise à vomir, mais ses tripes. Donc, elle est venue me voir un peu désespérée. On s'est aperçu que c'était une grossesse de jumeaux. Oula! Parce qu'en fait, son mari avait oublié de lui dire que dans sa famille, il y avait beaucoup de jumeaux. Elle m'a dit que c'était un détail qu'il a omis de me raconter avant qu'on se marie. C'était pas prévu dans ses plans, ça. Elle voulait un, pas deux. Et du coup, c'était très chouette parce que du coup, elle a toujours été pleine d'humour alors qu'elle était... c'était une situation qui débordait complètement. Et là, récemment, en fait, elle est venue me voir avec ses 2 petits loups. Et du coup, c'est chouette de se dire que on était parti du fond du gouffre et qu'à la fin, il y a 2 petits enfants et que finalement, on est quand même contente qu'ils soient là. Pour le dernier mot, pour les personnes qui veulent devenir docteur, qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire? Un truc que tu t'es dit, putain, j'aurais bien aimé qu'on me le dise avant que je fasse cette aventure. Soyez critiques surtout. Juste de pas prendre pour acquis tout ce qu'on vous dit et de pas se laisser abattre par le truc de oui mais c'est comme ça. Parce qu'en fait on est dans un système actuellement où il y a de moins en moins de moyens et en fait on peut devenir maltraitant vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des patients. Et en fait je pense que c'est pas acceptable quand on a un cerveau de juste se dire ah c'est la règle. Et je pense que tant qu'on résistera, on continuera à soigner les gens comme il faut.